TF1 20h avec Jean-Claude Bourret. Port, nouvelle extension possible du blocus. En attendant le dialogue, la vie s'organise autour des barrages. Pologne, le durcissement. Face aux autorités, un comité regroupe désormais les 24 entreprises en grève de Dansk et Gdynia. Corée du Sud, le vide politique. Après la démission du chef de l'État, l'armée est à nouveau l'arbitre de la situation. Jabouille sur Renault gagne le Grand Prix d'Autriche, mais cette victoire française laisse à Jones une sérieuse option pour le titre mondial. Camping sauvage, le débordement, la Côte d'Azur et la Corse prise d'assaut. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Un car ferry a forcé le blocus du port de Cherbourg cet après-midi. Le Free Enterprise s'est lancé à grande vitesse au travers des câbles tendus par les marins pêcheurs et ces câbles ont été coupés net. Au moment où le car ferry passait à la hauteur des chalutiers en grève, les passagers ont lancé sur les marins des bouteilles et des projectiles d'hiver, mais personne n'a été blessé. Les incidents se multiplient face à la détermination des pêcheurs. On ne compte plus les échanges de propos très vifs entre pêcheurs en grève et plaisanciers. 5 passagers du car ferry Viking Valiant, un autre car ferry, ont été blessés hier soir, cette fois, par les marins en grève qui ont tenté d'empêcher le car ferry de quitter Cherbourg. L'un des passagers a été brûlé à l'œil par une fusée lancée par les marins pêcheurs. Les marins pêcheurs de Basse-Normandie, dans un communiqué, affirment qu'ils sont parfaitement conscients de la gêne occasionnée aux usagers, mais qu'ils luttent pour la survie de leur métier et de leur région. Ils réclament un prix de gasoil moins élevé, le désencadrement du crédit, une limite des importations de poissons et une revalorisation du poisson à la production. À bord d'un avion spécial, une équipe de TF1 a survolé les ports bloqués de la Manche. Jean-Paul Flory. À Boulogne, à Calais, à Dunkerque, les barrages mis en place hier ont été maintenus toute la journée et le trafic transmanche est totalement paralysé. Seules portes restées ouvertes, les aires d'atterrissage pour Hovercraft de Boulogne et de Calais, les vols s'y effectuent normalement. À noter aussi qu'à Dunkerque, seule la Darsault Ferries est bloquée, le trafic commercial, lui, se fait librement. Et puis à Boulogne, les pêcheurs ont laissé libre un passage pour les voiliers et les vedettes de plaisance. A l'inverse, en Normandie, où seuls 3 ports, Rouen, le terminal pétrolier d'Antifer et Saint-Valery-en-Caux, échappent encore au contrôle des grévistes, les pêcheurs se seront montrés inflexibles. Et plusieurs incidents ont eu lieu. À Dieppe, notamment, une vedette envoyée au ravitaillement par un cargo immobilisé au large n'a pu toucher terre. Ce sont les pompiers qui ont dû, en partant d'une plage, amener des vivres au cargo. Enfin, à Cherbourg, outre les jets de projectiles survenus lorsque 2 ferries ont forcé le barrage, l'un pour sortir du port, l'autre pour y entrer, une mini-bataille rangée entre touristes britanniques et pêcheurs s'est produite cet après-midi aux abords des passerelles d'un car-ferry maintenu à quai. Dans l'ensemble, toutefois, rien de véritablement grave, mais la tension monte de plus en plus sur les pontons et les quais des ports du Nord et de Normandie. Mardi, ce sera au Havre la commission de conciliation, mais elle concerne uniquement les marins de la pêche industrielle de Boulogne. Les pêcheurs artisans qui bloquent les ports et dont l'action pourrait s'étendre jusqu'à la Méditerranée et à la Corse ne sont pas concernés. C'est ce qu'a expliqué un armateur artisan à Catherine Mamet. Ce sont des négociations pour la pêche industrielle. Pêcheurs et armateurs industriels n'ont rien à voir avec les pêcheurs artisans que nous sommes et qui représentent un peu plus de la moitié de la production française. Les pêcheurs industriels, je le rappelle, c'est un conflit d'employeurs et d'employés. Donc aucun rapport avec les pêcheurs artisans qui, eux, sont payés à la part. Et on arrive dans des situations actuelles où des bateaux ont un revenu juste suffisant pour couvrir les frais de marée et il ne reste rien à partager avec les pêcheurs du bord. Alors dans l'immédiat, on recherche une augmentation de la petite aide au carburant qui reste actuellement. Nous avons encore 10 centimes,5. Actuellement, on demande à ce qu'elle soit portée au minimum à 45-50 centimes, ce qui nous permettrait d'avoir des conditions d'exploitation à peu près identique à celle de l'an dernier et de rémunérer les gens à peu près au niveau de l'an dernier. Nous n'avons eu aucune entrevue d'accordée pour l'instant. Peut-être qu'après le conflit des industriels, on nous accordera une petite entrée. On l'attend et nos gens à bord des bateaux sont tout à fait déterminés à attendre le temps qu'il faudra. Les pêcheurs ne veulent pas céder. Ils pensent que c'est le seul moyen pour eux d'aboutir à quelque chose.
Sans ça, c'est notre mort. On verra le port de Port-en-Bessin aussi vide qu'aujourd'hui dans l'avenir. Vous l'avez constaté, l'essentiel des revendications, c'est donc le gasoil, dont le prix a plus que doublé en un an, expliquent les marins-pêcheurs de Basse-Normandie. Les rémunérations des marins ont fortement diminué car la rentabilité des bateaux n'est plus assurée et c'est l'emploi qui est menacé à brève échéance. Avec Kathleen Emery, les coulisses de ce conflit. Le Havre, 4e journée de blocus total. Le dispositif mis en place jeudi par les marins-pêcheurs de Port-en-Bessin s'est encore renforcé. Il tient aujourd'hui de la stratégie la plus élaborée. L'écluse François Ier étroitement surveillée, le port de plaisance condamné, les remorqueurs coincés contre le quai. Le nombre des cargos et pétroliers contraints de mouiller au large ne cesse donc d'augmenter. Décidément, on ne plaisante pas avec les marins-pêcheurs. Leur colère est froide, calculée. Pas un mot plus haut que l'autre, des attitudes lourdes de signification qui ne laissent rien présager de bon. En revanche, à terre, c'est l'affolement général. Les touristes s'accumulent au terminal des cars ferry. Certains sont à court d'argent, même plus de quoi payer l'essence. Il n'est pas question pour eux de faire 1 kilomètre de plus, d'autant que l'assurance spéciale vacances de leur voiture arrive à expiration. Curieusement, ils semblent plutôt résignés. Cette grève est motivée par les pêcheurs, donc nous avons à la subir, mais peut-être pas à nous mettre en colère pour ça. Bon, bah, c'est ennuyeux parce que c'est nous qui sommes concernés, mais je comprends très bien leurs problèmes. J'ai pas de rancune contre eux, si vous voulez. Are you unhappy? Êtes-vous mécontent? Le soleil brille, nous avons passé 3 semaines ici, nous pouvons bien passer 3 heures de plus. Nous ne sommes pas mécontents. Certains plaisanciers affolés tentent leur chance et essaient de quitter le port soit par la force, soit par la ruse. Ils sont accueillis avec jet d'eau et pommes de terre, comme cet équipage anglais. Nous avons décidé de partir et puis, avec le moteur, nous avons avancé aux pêcheurs, tout simplement. Mais les pêcheurs harassent mon mari et c'était affreux. Il y a 3 ou 4 bateaux, je pense, et un seulement, voilier britannique seulement. Et comme un mouvement d'un crabe, qu'on les pince comme ça. C'est tout simplement de la méchanceté. Pour se faire voir, pour faire des histoires, pour que la presse s'en occupe et puis pour que leur chef politique en tire quelque chose. Voilà exactement le résultat de l'histoire. Moi, je suis absolument contre ce truc-là. Et j'estime que ça peut que se passer dans un pays où il n'y a plus de chef. Voilà. S'il y avait une poigne, ça n'existerait pas. Je suis allé cette nuit à 3h30 ce matin. Je suis allé discuter avec le bateau qui se trouvait le plus près du musoir et qui est amarré avec d'autres bateaux qui bloquent complètement la passe. Et ils m'ont dit que jusqu'à mardi, il ne fallait pas compter pouvoir sortir. Mais on est bien obligé de les comprendre un petit peu, quoi. On est obligé d'être, du fait qu'on habite au Havre, que nous sommes dans le port, donc la population, tous les gens de mer sont un petit peu solidaires dès qu'il y en a un qui a un problème, dans le fond. L'organisation des marins-pêcheurs, en tout cas, semble sans faille. Roulement de 24 heures entre les chalutiers qui quadrillent l'avant-port et ceux mouillés au-delà des digues, avec ordre à ces derniers de ne pas bouger quoi qu'il arrive. À bord, des munitions de toutes sortes, galets, pots de peinture, canettes de bière vides. Les vivres jusqu'à vendredi soir étaient directement fournis par les épouses des pêcheurs à Port-en-Bessin et distribués au fur et à mesure par les chalutiers qui arrivaient en renfort au Havre. Seulement le dernier bateau, le Tangara, a quitté Port-en-Bessin vendredi matin. Les dernières vivres ont donc été apportées ce jour-là vers 18 h. Aux pêcheurs de se débrouiller désormais. Vis-à-vis des équipages, tout ça, on s'organise entre nous, on se modère sur la nourriture et tout ça. Et là, maintenant, on va envoyer 2 gars à terre là, pour qu'on puisse se ravitailler. Quoi. Et vous réussissez tout de même à aller vous ravitailler à terre? Ben, pas toujours, parce qu'on a les gendarmes qui nous embêtent. Ils font ce qu'ils veulent. Mais vous réussissez tout de même? Ben, on arrive à les coincer. Les chalutiers sont d'accord pour faire la relève d'équipage et amener vos femmes à bord. Oui, mais vous débarquerez pas les voitures non plus. C'est Jean-Pierre, le patron du De Courcy, le chalutier éperonné jeudi, qui mènera les négociations pour nous faire monter à bord du Degas, un porte-container ancré à plusieurs milles de la côte. Mais d'abord, le marin-pêcheur devra s'expliquer sur le blocus. Mais nous, on a beaucoup de problèmes. C'est notre survie à tous les marins-pêcheurs français. Vous savez aussi qu'au commerce, il y en aurait pas mal qui voudraient se recycler et qui ne peuvent pas plus. Alors, À bord, l'énervement est à son comble, et pas seulement parce que l'équipage se voit privé d'une escale toujours agréable, c'est bien connu. Les conséquences au point de vue maritime, ça sera sûrement pour le port du Havre qu'elle aura des grosses conséquences, parce que
Sûrement beaucoup de compagnies vont chanter le port du Havre pendant plusieurs mois, puisque maintenant on n'est plus sûr. Si vous arrivez et que vous perdez une semaine en rade du Havre, c'est pas bon pour les armements, quoi. Nous sommes à la fin des huiles de moteur, nous sommes à la fin même du pain, si je peux, du pain, des pommes de terre, enfin des vivres assez importants pour tout un chacun à bord. Nous continuons le blocus, les marins sont toujours d'accord, le moral est bon, il était meilleur qu'il n'a été la première journée, vu les agressions qu'on a subies. Maintenant, ça se trouve le calme, et puis je pense que les marins insistent vraiment. Tout le monde est d'accord pour continuer le blocus, il n'y a pas de problème. Vous pensez qu'il va se passer quelque chose bientôt? Non, c'est pas. Ça se pourra bien d'ailleurs. On ne me l'aira pas de toute façon. Ils n'ont pas de problème, on ne me l'aira pas. Alors si vous devez traverser la Manche, voici quelques renseignements pratiques communiqués par le ministère des Transports. D'abord, à Saint-Malo et à Roscoff, le trafic est absolument normal. À Boulogne et à Calais, seules les liaisons aéroglisseurs sont normales. Et enfin, l'ensemble du trafic est maintenant dévié vers les ports de la Belgique. Vous pouvez vous renseigner en téléphonant au 261 50 50 ou au 280 03 03 à Paris. Si vous habitez la province, évidemment, n'oubliez pas, après le 16, de faire le 1 avant ces chiffres. Les grévistes polonais du chantier naval de Gdansk ont durci leur position. Ils se sont séparés en chantant un cantique célèbre « Dieu protège la Pologne ». Des messes ont d'autre part été célébrées à Gdynia sur les chantiers baptisés Commune de Paris. De Pologne, le point avec l'envoyé spécial permanent de l'agence France-Presse. Le conflit se durcit, mais le vrai dialogue n'est pas encore engagé. Hier soir, 13 à 14 000 employés du chantier Lénine étaient rentrés chez eux, croyant que la grève était terminée. Ce soir, on indique que la majorité d'entre eux sont revenus se joindre aux quelques 3 000 qui étaient restés sur place pour continuer l'occupation. Le ton des revendications monte. C'est vraiment l'organisation même du système politique polonais qui est en cause. Droit de grève, suppression de la censure, liberté syndicale, liquidation des privilèges dont jouissent les membres de la police et du parti. Devant un tel catalogue de doléances, la commission gouvernementale que préside le vice-premier ministre Tadeusz Pika est-elle en mesure de prendre des décisions? C'est toute la question qui se pose maintenant, alors que l'Union soviétique reste muette sur les événements de Pologne. Jacques-Michel Tondre, AFP Varsovie. L'Iran a rompu aujourd'hui ses relations diplomatiques avec le Chili. Aucune explication n'a été donnée par Téhéran. Le cabinet israélien réuni aujourd'hui à Jérusalem a fermement rejeté la proposition du président Sadat d'un nouveau sommet tripartite Israël-Égypte-États-Unis. Dimanche calme en Corée du Sud après une semaine mouvementée. Aucun incident n'a été signalé depuis que les troupes de réserve ont été mises en état d'alerte afin de prévenir toute provocation armée de la Corée du Nord à travers la zone démilitarisée. Après l'assassinat l'année dernière du président Park Chung-hee, l'économie sud-coréenne s'est ralentie. Les industriels coréens comptent maintenant beaucoup sur le nouvel homme fort du régime, le général Chun Do-hwang, pour remettre la Corée sur le chemin de l'expansion industrielle. Mais les États-Unis ont à plusieurs reprises manifesté leur inquiétude de voir l'armée s'éloigner des règles démocratiques. L'armée sud-coréenne va donc à nouveau jouer un rôle de premier plan dans un État qui vit avec la hantise permanente d'une guerre éclair déclenchée par la Corée communiste, la Corée du Nord. Michel Bader. Ce pays s'appelle le pays du matin calme. Pourtant, malgré les apparences, que ce soit les hommes ou la nature, en Corée tout est dur et la violence côtoie continuellement la douceur de vivre. Ce pays a été profondément marqué par une guerre qui lui fut imposée il y a 30 ans, et depuis cette époque, tout jusqu'au moindre geste quotidien est imprégné du souvenir ou de la préparation à la guerre. Le travail en Corée est élevé au niveau de la religion. Résultat, la seule Corée du Sud est le principal adversaire, pour ne pas dire l'ennemi économique du Japon. À titre d'exemple, dans ces chantiers navals où il y a seulement 10 ans, il n'existait rien, on sort un super pétrolier en moins de 3 mois. Le chef de l'État, M. Choi, qui vient de démissionner, résume en une phrase les craintes et les motivations de la politique coréenne. Les intentions de la Corée du Nord visent, et cela paraît évident, à amener la péninsule coréenne tout entière à l'idéologie communiste et, si besoin est, par la violence.
Le souvenir de cette guerre, qui fit plus d'1 million de morts entre 1950 et 1952, fait que l'armée restera longtemps un élément prépondérant de la vie politique du pays. L'entraînement de l'armée coréenne est l'un des plus durs qui soit. Il associe les techniques modernes à la nature rude et guerrière naturelle du Coréen. Comme son adversaire du Nord, l'armée sud-coréenne est probablement l'outil le mieux préparé au combat en Extrême-Orient avec l'armée vietnamienne. Et si elle n'a pas l'expérience pratique de la guerre de maquis, comme de la guerre de conquête, elle reste continuellement sur ses gardes. Mais en Corée du Sud, il n'y a pas que l'armée qui soit en alerte permanente. L'expérience du passé a enseigné aux Sud-Coréens que leur capitale, Séoul, se trouvait à moins de 3 minutes de vol des MiG. C'est pourquoi, chaque mois, depuis 28 ans, on apprend aux Coréens à vider leur capitale de toute vie en moins de 3 minutes. Pendant quelques instants, Séoul, l'une des villes les plus modernes du monde, devient alors la capitale de la peur et du silence. Accalmie aujourd'hui dans les Bouches-du-Rhône sur le front des incendies de forêt. Après la terrible nuit vécue par les pompiers, les gendarmes ont multiplié les patrouilles afin de décourager les éventuels incendiaires, tandis qu'en Ardèche sont arrivés plusieurs vigiles du feu, des spécialistes. De plus en plus de vacanciers sont de fervents adeptes du camping sauvage. Ils viennent de toute l'Europe au point de déborder les sites côtiers et de provoquer des réactions parfois violentes des populations envahies. Si cette situation se comprend dans les départements côtiers de la Méditerranée, où les campings organisés sont complets, c'est la situation inverse en Corse. Certains campings sont presque vides, mais cela n'empêche pas de nombreux touristes de pratiquer le camping sauvage, multipliant ainsi les risques de pollution et d'incendie. Un reportage de Sylvie. Ce camping, situé dans le sud de la Corse, à quelques kilomètres de Sartène, est, vous le voyez, presque vide. Seulement 100 personnes sont installées ici alors qu'il peut en contenir 400. C'est le seul camping à plusieurs kilomètres à la ronde et en plein mois d'août, c'est une véritable catastrophe pour son propriétaire qui l'a construit il y a 2 ans. Son affaire est bien sûr déficitaire et la situation économique particulièrement difficile cette année n'explique pas tout. Alors quelles sont les raisons pour lesquelles ce camping est aux 3/4 vide? Je pense qu'essentiellement la raison, la première, c'est le camping sauvage qui infeste ma région, qui se trouve aux abords du camping, à 100 mètres, 200 mètres du camping, et sur le bord du Rizanese, une autre rivière où il y a des concentrations dépassant les 100 personnes, presque tous les soirs. Et les solutions seraient que les autorités fassent le nécessaire pour empêcher, parce qu'il y a quand même une loi qui est là, une loi à l'échelle nationale et qu'elle soit appliquée également à Sartène, je dis à Sartène, dans la mesure où on a tendance à constater que là, le camping sauvage est non seulement toléré, mais il est encouragé. Je pense que le camping sauvage en Corse est polluant, mais que pour ce qui est de la commune de Sartène, il est une nécessité économique importante dans la mesure où il n'y a pas assez de structures d'accueil pour les travailleurs. Contradiction profonde donc entre certains propriétaires de camping et les autorités locales. Il est vrai que pour l'ensemble de la Corse, la dotation pour les campings municipaux en 1980 est de 370 000 francs, même pas de quoi en construire un. Le camping sauvage est également décrié par la population locale pour une autre raison. Certaines plages, comme celle de Rocapine, sur la commune de Sartène, deviennent de véritables dépotoirs. Et pourtant, la municipalité nous a assuré l'avoir nettoyé une semaine auparavant. Ces campeurs, dont certains reviennent depuis plusieurs années, s'installent à 50 mètres de la plage avec voitures et bateaux. Ils dénoncent bien sûr le manque de terrains municipaux, ce qui ne peut être en aucun cas une raison suffisante pour voir ces immondices. Je pense que les gens qui veulent passer 1 mois ou 2 mois sur cette plage, ils sont suffisamment conscients pour ne pas polluer l'endroit où ils vivent tous les jours. Et que c'est les gens qui viennent faire un pique-nique, je ne veux pas dire du mal des Corses, mais que ce soit ou des continentaux ou des Corses, qui font surtout les grosses misères. Que ce soit les campeurs sauvages ou les gens qui pique-niquent, le résultat est là. La Corse, île de beauté, devient chaque été un peu plus polluée et certains insulaires s'alarment devant ce spectacle. La solution, c'est de toute façon d'appliquer la loi. Il est hors de question pour nous d'appliquer la loi d'une manière abrupte et je dirais arbitraire.
mais de faire déjà comprendre aux gens que dans leur intérêt, dans l'intérêt des gens qui viendront toujours et peut-être de plus en plus nombreux sur cette île, il faut respecter les sites. C'est notre but principal. Les sports maintenant avec un cocorico ce soir en automobile au Grand Prix d'Autriche. Victoire de Jabouille sur Renault, Bernard Giraud. Oui, victoire française, mais paradoxalement, c'est peut-être aujourd'hui que les pilotes français ont perdu leur dernière chance de devenir champion du monde. On attendait Arnoux ou Pironi ou encore Laffite et c'est Jabouille qui l'a emporté. Mais en terminant deuxième, l'Australien Alan Jones a pris une sérieuse option sur le titre mondial. Il compte désormais 11 points d'avance sur le Brésilien Piquet, 17 sur son coéquipier Reutemann et 19 points d'avance sur Jacques Laffite, premier français. Regardons les grands instants de cette manche décisive pour le championnat du monde. Arnoux à gauche, Jabouille à droite, les Renault partent bien, mais derrière Jones, voiture blanche et Pironi, voiture bleue, ont bondi. La priorité est donnée à Arnoux pour le championnat du monde, Jabouille s'efface sur la gauche, Jones et Pironi se glissent à la corde alors que Laffite a raté son départ. Au premier virage, Jones précède Pironi, Arnoux, Giacomelli, Jabouille, Reutemann, Piquet, De Angelis, Jarier. Laffite est au milieu du peloton. La puissance du moteur turbo constatée aux essais va se confirmer. Au troisième tour, Arnoux attaque Jones pour s'emparer de la première place. Derrière, Pironi rétrograde et concède du terrain. Là, ce n'est pas un replay, mais au même endroit, un tour plus tard, c'est Jabouille qui double Jones. Le jaune est mis, les Renault s'échappent, mais pour combien de temps? À l'arrière, on ne se bat pas seulement pour l'honneur, mais pour la 14e place. Le Suédois Rosberg en jaune attaque le Britannique Daly en bleu. Daly se déconcentre et c'est la sortie de route. Les blés sont fauchés. C'est ce qu'on appelle un tout droit spectaculaire, mais sans dommage. Problème de pneumatique pour la Ferrari de Villeneuve, cela n'est pas rassurant pour Renault qui est attaché au même fabricant. Inquiétude confirmée, Arnoux est signalé au ralenti, il est doublé par Jones, c'est le 20e tour, alors que Jabouille hérite de la première place devant Jones, Piquet, Reutemann, Giacomelli, De Angelis, Laffite. C'est l'épidémie côté français, Pironi s'arrête à son tour. Pour la course au titre mondial, il ne reste que Jacques Laffite qui continue sa progression. Laffite devient 6e en doublant la Lotus de De Angelis. L'arrêt au stand de René Arnoux sera trop long, beaucoup trop long, plus de 30 secondes. Au total, le Français perdra plus d'1 minute. Il remontera par la suite de la 10e à la 6e place, mais sera obligé de s'arrêter encore plusieurs fois. Les Français ne pensent plus au championnat du monde, mais à la victoire de ce Grand Prix. À 10 tours de la fin, Jabouille avait 10 secondes d'avance sur Jones. Mais dans le dernier tour, l'écart n'est plus que d'1 seconde et demie. Fin de course à suspense, pleine d'incertitudes, mais revanche pour Jabouille qui va mettre un terme à une année de malchance. Vainqueur l'an passé à Dijon, Jean-Pierre Jabouille remporte son 2e Grand Prix. Il était temps. 2e Jones, 3e Reutemann, 4e Laffite, 5e Piquet, 7e Prost, 9e Arnoux. Là, Jones a failli sortir de la route, mais la course était terminée. Pour Jabouille, justice est faite, mais Jones est déjà, je dis bien presque champion du monde. En équitation à Rotterdam se déroule actuellement une épreuve qui doit théoriquement remplacer celle des Jeux Olympiques, tronquée pour des raisons de boycott. Le Français Bertrand de Balanda sur Galoubet a enlevé la première manche. À Londres, une Française est devenue championne d'Europe de ski nautique, Chantal Amadesco, qui a obtenu le titre dans l'épreuve de slalom dames. Et j'apprends à l'instant que Patrice Martin vient d'être aussi sacré champion d'Europe chez les hommes. Rappelons que Martin était déjà champion du monde. Les grandes vedettes de l'athlétisme mondial s'étaient donné rendez-vous cet après-midi à Nice pour le meeting du Nikaya. On attendait beaucoup du concours du saut à la perche avec le champion olympique, le polonais Kozakiewicz, mais aussi le soviétique Volkov et les Français Ouvion, Vigneron et Bello. Il semble, Didier Roustan, que ce meeting n'ait pas tenu toutes ses promesses. Effectivement, mon cher Bernard, ce meeting a beaucoup déçu. Il faut vous dire que les circonstances n'ont guère été favorables. Tout d'abord, dans le concours du saut en longueur, le champion olympique Dobrowski, touché à la cheville, déclaré forfait. Dans le concours de la perche, le champion olympique Kovacevic se blessait à l'aine et déclaré forfait à son tour. Pour ne rien arranger, la piste des Landes ne convenait pas aux perchistes. Dans ces conditions, le Français Vigneron, vous venez de le voir, ne passait pas la barrière des 5,55 m. Un rayon de soleil dans le ciel orageux de la Côte d'Azur, l'excellente performance du Français Serge Pereira, qui avec 5,70 m améliorait son record personnel de 10 cm.
C'était à n'en point douter le grand moment de ce meeting, surtout que grâce à cet exploit, Serge Pereira remportait la perche d'or devant Ouvion, ici sur vos images, qui a tout de même réussi 5,60 m. Rien de bien extraordinaire dans le reste des épreuves. L'Américain Stanley Floyd remporte ici le 100 mètres très facilement, tout comme son compatriote Foster dans le 110 mètres haies. À noter que Guy Drut termine 4e de l'épreuve. Au saut en hauteur, nous allons peut-être assister à un grand concours. Il reste en effet 10 concurrents qualifiés à 2,24 m. Le tiercé maintenant, eh bien, comme chaque année, le grand handicap de Deauville s'est couru aujourd'hui et le prix du tiercé a été baptisé prix de l'actualité hippique. À 300 mètres de l'arrivée, Confetti se détache, mais la partie n'est pas encore gagnée car un favori, Tasmoun, se lance à sa poursuite. Tasmoun, monté par Saint-Martin à casaque verte, produit un bon effort, mais Confetti conserve une encolure après photo. Rex de Toulouse est 3e devant Dernier Violon. 10, As, 5. Je ne sais pas si nous avons les rapports. Oui, les voici. Dans l'ordre et pour 5 francs, 4 114 francs 50. Dans un ordre différent, 650 francs 50, toujours pour 5 francs. Il y a 3 jours, en baie de Saint-Tropez, un hélicoptère militaire, victime d'une panne, s'abîmait en mer. Monsieur Laurent, un touriste, cinéaste amateur, filmait précisément les évolutions de cet hélicoptère avec une caméra vidéo d'amateur. Et c'est ce document qu'il nous a fait parvenir. Le voici. L'hélicoptère, qui avait 3 personnes à bord, vole d'abord à ras de l'eau, avant d'amorcer une brusque remontée. Et c'est alors que l'accident se produit. À plus de 100 km/h, l'hélicoptère va frapper la mer dans une immense gerbe d'eau. Revoici l'accident. Fort heureusement, vous le constatez, les 3 militaires qui étaient à bord ont été récupérés sains et saufs. Quant à l'hélicoptère, il a coulé par 15 mètres de fond. La météo maintenant, eh bien, vue du ciel en ce dimanche, la France est plutôt ensoleillée. Seule une bande nuageuse recouvre une partie de la Normandie et de la Bretagne. Mais partout ailleurs, vous le constatez, c'est le grand beau temps, sauf sur une partie des Alpes. Grand beau temps également sur l'Espagne, le Portugal, mais des nuages sur une partie de la Belgique, sur l'Italie, en passant par le Luxembourg, l'Allemagne et la Suisse. Les températures étaient normales pour la saison ce 17 août, avec des maximums qui ont atteint 28 degrés dans le midi. Demain lundi, toujours du soleil dans le midi, mais une zone de pluie orageuse traversera les autres régions. Elle sera suivie demain après-midi par un temps ensoleillé, mais plus frais. Vers 23h30, le dernier journal vous sera présenté par Alain Rodier. Bonsoir et merci. Thank you.